Non, c'est l'histoire d'une femme qui évite la mort chaque soir en racontant des histoires. Cette femme, c'est Scheherazade, l'héroïne des Mille et une nuits, sans doute la conteuse la plus célèbre de l'humanité, mais aussi pourtant l'une des plus mystérieuses. Alors que sait-on vraiment d'elle? Que nous dit-elle encore? Du pouvoir, du désir et de la transmission, c'est tout l'enjeu du très beau livre de notre invitée, Scheherazade et la 602e nuit, publié aux éditions Segers. Bonjour Sophie Fontanelle, merci pour ce résumé. Et merci à vous d'être avec nous, ça nous fait très plaisir. Alors d'abord, dites-nous, pour ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas, qui est Scheherazade et que représente-t-elle pour vous? Scheherazade est l'héroïne des Mille et une nuits. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, tout arrive. Et elle est la jeune épouse d'un roi qui, lui, a l'habitude, tous les matins, depuis 3 ans, de faire exécuter ses épouses parce qu'il ne veut pas être trompé. Il a été trompé une fois, il ne veut plus être trompé, donc il se marie et il tue. Au petit matin, il fait exécuter l'épouse. Et un jour, il tombe sur Scheherazade. Et Scheherazade y va volontairement. Et elle a une idée pour arrêter ce massacre. Et l'idée, c'est de raconter au roi une histoire dont il n'aura jamais la fin. Donc elle va se mettre à parler. Et au petit matin, quand il faut l'exécuter, et elle le laisse comme sur Netflix, sur un suspense. Et donc elle revient pendant 1001 nuits. Et pendant ces 1001 nuits, elle le modifie et elle le transforme en un être qui ne pourra plus jamais faire exécuter personne. Elle ne le castre pas, hein. Au contraire, elle lui donne un vrai pénis, si je puis dire, un vrai outil pour aimer. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Scheherazade, alors? Pour moi, elle représente l'intelligence et elle est décrite, la victoire de l'intelligence sur la violence. Et elle est décrite comme ça, puisqu'on n'a aucun élément sur elle, c'est pour ça que j'ai pu faire un livre. On sait qu'elle est très intelligente et, comment on dit qu'elle est intelligente? Très cultivée. Elle sait tout de l'astronomie, de la chimie, enfin pas de la chimie, des mathématiques, de la littérature, elle connaît tous les vers. On dit qu'elle peut en remontrer à n'importe quel homme. Donc elle est la femme la plus intelligente du royaume et certainement l'être le plus intelligent du royaume. C'est pas mal pour une fille de 18 ans. Alors les Mille et une nuits, c'est un texte que tout le monde pense connaître, mais que finalement peu de gens ont vraiment lu. C'est le propre d'ailleurs des textes fondateurs, c'est ce que la maman de votre héroïne dit dans le livre. La maman de mon héroïne dit, tu sais, ma chérie, ne sous-estime pas les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Les grands textes, ça déborde. C'est pas la peine, on n'a même pas besoin de les lire, ça déborde. Et c'est vrai que ça déborde. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un ait écrit À la recherche du temps perdu ou Les Mille et une nuits, c'est pas du tout le même genre, mais bon, pour que, de toute manière, ça fabrique notre culture et que le message de ces auteurs vienne jusqu'à nous. Donc, oui, évidemment, moi j'ai lu plein de versions des Mille et une nuits pour écrire le livre. Franchement, il y a des moments où on s'endort, hein. On ne reste pas éveillé comme le roi, quoi. C'est ce que vous dites dans le livre. Scheherazade, qui est la première femme à vivre de son art, ou plutôt à mourir si elle ne crée pas. C'est ce que vous précisez d'ailleurs dans le livre, et c'est une nuance de taille. Bah oui, parce que il y a une question de vie ou de mort. Et moi, j'avais envie d'écrire un livre où il y avait une question de vie ou de mort qui ne soit pas un témoignage de notre époque. Aujourd'hui, bon, il y a des très bons livres sur des gens qui sont devant des questions cruciales comme ça. Mais moi, je voulais un livre où on ait de l'évasion, de l'héroïsme. Après tout, c'est l'histoire d'un roi c'est l'histoire d'une femme qui raconte des histoires et qui tient en haleine et en respect un roi un peu sanguinaire, comme on en a quelques-uns maintenant. Mais moi-même, je voulais faire un livre qui tienne le lecteur en suspens. Je voulais qu'en fait, à chaque fois qu'il arrive à la fin d'un chapitre, il se dit « Non mais merde, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je voulais vraiment qu'il y ait ce suspense. Je trouve qu'on en meurt de ne pas avoir assez de livres où on est là, on ne peut pas le lâcher, en fait. C'est de plus en plus rare. Vous entrecroisez des temporalités dans le livre, justement pour nous tenir en haleine, un peu comme fait Scheherazade avec le roi Shahriar. Alors, ce livre, il part d'une obsession dans votre vie, celle de pouvoir apprendre à un homme à aimer. Vous pensez que c'est quelque chose qui s'apprend, l'amour ? Alors, je pense que aimer, ça s'apprend peut-être si par rapport à la petite enfance, mais on va dire aimer au sens aussi érotique. Je pense qu'à la fois, c'est pas que ça s'apprend, c'est que ça se désapprend. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont très mal appris. Et je crois qu'en fait, quand on met... je veux pas idéaliser les petits-enfants, etc. Mais enfin, quand on met des enfants entre eux, ils essaient de s'approcher, qui s'aiment... Et j'avais écrit un livre Nobel là-dessus sur des enfants de 10 ans qui s'aiment.
Je pense qu'ils savent à peu près, les enjeux de domination peuvent être là, mais en vrai, ils savent à peu près qu'il faut y aller doucement, qu'il y a des moments où on perd un peu la tête. Ils savent tout ça. Mais ensuite, et surtout à notre époque, arrive ce qu'on nous entre dans la tête, quoi. Arrive la domination financière, arrive la peur de perdre quelque chose, puisque les hommes ont eu tous les droits, ils ont peur d'en perdre. Donc, Scheherazade apprend à cet homme qu'il a tout à gagner à une autre façon de faire. Et qu'au lieu de faire la guerre à tout le monde, suivez mon regard vers Donald Trump et Poutine, je veux dire, puisque c'est le même genre de chef, hein, elle lui apprend qu'en fait, il y a une autre façon de faire. Et c'est pour ça qu'on désapprend ce qu'on a mal appris. Vous dites, et on arrête d'être un mal appris. Et vous dites, si on n'arrive pas à montrer aux hommes l'avantage qu'ils ont d'écouter les femmes, on ne va jamais rien changer. Que répondez-vous à celles et ceux qui vous disent « mais ce n'est pas aux femmes d'éduquer les hommes » je suis d'abord des femmes qui ont très bien éduqué des hommes, formidablement bien, qui ont fait un petit garçon, qui ont tout expliqué et les ont comme ému un connard. Donc, l'éducation, si vous voulez, si c'était aussi simple que d'éduquer et que ça passe, ça vient de l'environnement, ça vient de mouvements de société, d'ennui, de paresse. Enfin bon, non, c'est pas aux femmes de tout faire, mais je pense que en fait, un homme ne changera... Un homme, pour celui qui s'y prend très mal, il ne va pas changer s'il a l'impression qu'il va perdre quelque chose. Moi-même, je ne changerais rien à mon comportement si je pensais que j'allais perdre quelque chose. Il va changer s'il pense qu'il y gagne. Et je pense que c'est ça où est notre diplomatie à la Henry Kissinger, c'est qu'il y a quelque chose à gagner, à avoir une compagne avec qui on peut parler, au lieu d'avoir une compagne qui n'ose rien vous dire. Et même si on s'embrouille et qu'on discute, la conversation, ça fait du bien, c'est ce que démontre Scheherazade. Mais donc c'est une sorte de diplomatie féminine, mais qui ne s'adresse pas seulement à un despote. Vous citiez Vladimir Poutine et Donald Trump tout à l'heure. Finalement, ça peut s'adresser à tous les hommes, parce que tous les hommes ont, d'une façon ou d'une autre, intégré quelques réflexes patriarcaux. Et pourquoi croyez-vous que les hommes aiment tant Scheherazade? Parce qu'en fait, les premiers qui ont aimé Scheherazade, c'est les hommes. Ils ont aimé Scheherazade parce que tout d'un coup, c'était une femme ajoutée, si vous voulez, augmentée. C'était une femme dans leur esprit, idiot. Hein, mais c'était une femme augmentée de la parole. Et surtout d'une parole, parce que les femmes, elles ont toujours parlé, mais d'une parole dont on a envie. Voilà. C'est avoir envie de la parole d'une femme. Donc, pour moi, elle est plutôt la première diplomate qui existe. Vous savez que Poutine a un yacht, je le dis dans le livre, il a un yacht et qui s'appelle Scheherazade. Et ils sont tous fascinés, les hommes, par cette femme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut encore désarmer un despote, un Vladimir Poutine, juste avec des mots? Scheherazade pense qu'en désarmant le chef, il est le chef du Liban jusqu'à la Chine, hein, c'est un grand empire, elle pense qu'en désarmant le chef, en le désarmant, je veux dire vraiment avec beaucoup de tendresse, on va rendre le monde plus tendre. Je crois aujourd'hui que c'est le peuple qui aujourd'hui est à la place du roi Shahriar. C'est quand le peuple va refuser de prendre les armes qu'on va désarmer le monde. On n'y arrive pas autrement. On continue d'avoir des sagouins au pouvoir. C'est quelque chose qui n'a pas changé. La solution de Scheherazade, elle a échoué. Simplement, aujourd'hui, on est 15 siècles plus tard, puisque c'est à peu près 15 siècles. Ça vient de Perse, puis c'est passé ça vient d'Inde, et puis c'est passé par la Perse. C'est venu à nous. Aujourd'hui, je pense que ce discours, il est très important. Et d'ailleurs, quand on voit le succès du livre, pourquoi il a du succès, ce livre? C'est pas parce que c'est moi, en fait, hein, parce que j'en ai eu d'autres qui avaient moins de succès. C'est parce que tout d'un coup, les gens se disent, on va aller regarder ce que c'est du jubilation, de la conversation, cette fascination. On va aller regarder ce que c'est que ce rapport. Ils sont dans une chambre pendant tout le livre, à part pour d'autres choses dans le récit, on ne va pas le dire, mais ils sont dans une chambre et donc ils sont là face à face. Parfois il est nu et ils discutent. C'est ça qui est sublime. Merci. On parle beaucoup du consentement en ce moment, notamment dans l'actualité, avec une loi qui est passée à l'Assemblée récemment. Vous parlez de contentement. Alors, pourquoi ce déplacement ? Alors d'abord, le consentement, c'est très important, mais on ne peut pas juste avancer cette notion. Alors, elle est capitale. Hein, je peux pas. Les femmes, en fait, les femmes se sont contentées souvent de quelque chose. Je pense que toutes les femmes qui nous écoutent là,
Je vois votre tête qui fait comme ça. Toutes les femmes qui nous écoutent là savent que les femmes se sont contentées. Ça ne veut pas dire que les hommes sont des crétins. Ça veut dire qu'on n'a pas osé parler, justement. Ça veut dire, donc on s'est contenté. Et ensuite, quand on est contenté, vraiment, donc c'est l'autre sens du mot, quand on est heureux, il n'y a plus de problème. Donc en fait, en vrai, il faut contenter les gens. Il ne faut pas qu'ils se contentent de quelque chose, il faut les contenter. C'est pour ça que le contentement, je suis étonnée, quand même, moi j'ai trouvé cette notion, mais je suis étonnée qu'elle n'ait pas été là plus tôt, parce que c'est déterminant. Pourquoi les femmes sont furieuses? C'est parce qu'elles sont allées, peut-être elles avaient envie d'aller avec un homme, enfin elles le trouvaient impressionnant, célèbre, par exemple. Et puis elles y vont. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont secouées comme des objets, et après le type est déjà passé à autre chose. Elles ne sont pas contentes. Elles n'ont pas été contentées par cette manière d'être secouées qui peut être tout à fait savoureuse, mais bon, apparemment, c'était mal fait. Et ensuite, elles se retrouvent jetées. Il y a de quoi être furieuse, hein, je les comprends. C'est vrai que c'est un livre qui parle beaucoup de sexualité, finalement. Beaucoup, mais sans... Je voulais pas de trivialité là-dedans. Je voulais pas avancer comme on avance aujourd'hui, c'est-à-dire et c'est très utile de le faire, mais pas dans ce livre. Je voulais pas que ce soit un livre où on soit là avec des. C'est pas un livre militant. C'est un livre qui essaie de dire mais qu'est-ce qui se passe dans une chambre entre un homme et une femme et qu'est-ce qui pourrait se passer mieux. Voilà. Et c'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui. On en parle très peu finalement. Personne ne nous en parle. On ne nous parle que de à quel point ça se passe mal. On a parlé donc de la figure du tyran dont parle beaucoup le livre, avec effectivement ce roi Schahriar sur lequel on peut projeter n'importe quel despote contemporain, mais assez de s'intéresser aux hommes. Pour une fois, je préfère vous demander qui sont les Scheherazade de notre époque. Je voudrais citer un passage du livre. Vous dites Scheherazade, son destin c'est le nôtre, c'est nous au milieu des tyrans, nous avec notre imagination comme seule arme. Alors qui sont les Scheherazade d'aujourd'hui ? Il y a vous déjà, ça c'est sûr. Les Scheherazade d'aujourd'hui, ce sont celles qui... j'en vois dans la vie... je ne peux pas vous en citer de célèbres, mais j'en vois, moi, dans la vie de tous les jours. Ce sont des femmes qui conservent l'envoûtement, c'est-à-dire qu'elles continuent, elles se mettent en relation avec les hommes, elles ne se mettent pas en agressivité avec eux, elles conservent l'envoûtement et elles... justement, ce qui a été mal appris, petit à petit, elles font non, pas par là, pas comme ça, mais il faut j'ai tellement d'admiration pour ces femmes, elles sont des héroïnes exactement comme Scheherazade était une héroïne. Parce qu'on a toutes été dans une situation où on a un homme qui fait quelque chose, et d'ailleurs les hommes c'est pareil avec nous, mais on a tous été à deux dans une situation où on n'ose pas dire, et où au fond quelque chose se passe pas bien, ne nous rend pas si contents, si contentes. Les deux, et parce que c'est pareil pour les hommes, vous savez. Et en fait, c'est raté. Scheherazade raconte pour survivre, et vous écrivez pourquoi ? Moi, j'écris pour vivre. Survivre... non, je suis pas dans une histoire je suis pas là-dedans, dans une histoire de survie, mais j'écris pour vivre. Dernière question très rapide, vous avez cette façon unique de regarder le monde que vous partagez à votre demi-million d'abonnés sur Instagram. Là aussi, vous racontez des histoires. Qu'est-ce que ce réseau vous permet de raconter dans sa forme que la littérature ne vous permet pas ? Ce réseau, il m'a offert la liberté. Parce que tel que vous me voyez là devant vous, bien sûr, aujourd'hui, il y a une notoriété, il y a tout ça, mais tout ça, ça n'a pas été construit avec l'assentiment des grands médias et de tout ça. Maintenant, oui, maintenant, il y a eu un Voix nue sur France Culture et des choses comme ça, bien sûr. Mais tout ça, il a fallu forcer la porte. Et moi, je n'aime pas défoncer les portes, donc je n'aime pas trafiquer les serrures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre porte. C'est ça, mon compte Instagram. Et une porte extrêmement suivie. Merci beaucoup, Sophie Fontanelle, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Votre magnifique livre, Scheherazade et la 602e nuit, est à retrouver dans toutes les très bonnes librairies. C'est aux éditions Segers. Et puis, bien sûr, on vous retrouve sur Instagram. Dès tout à l'heure. Merci, Sophie Fontanelle.